Je vais donc vous présenter quelques diapositives que j'ai préparées un peu à l'arrache, beaucoup moins sérieusement que certains de mes collègues, et je m'en excuse, mais voilà, je fais partie des cliniciens qui n'ont pas du tout arrêté leur activité, et je consulte toute la journée depuis le début du confinement, c'est-à-dire quelque chose d'intéressant de voir que en addictologie aussi, on a pu maintenir notre activité. J'en dirai quelques mots. Alors, je pense, je sais pas comment, voilà. La première diapositive, c'est des diapositives que j'ai récupérées, vous vous en doutez. C'est pour se mettre d'accord sur un petit point qui va devenir essentiel pour moi par rapport à cette histoire de confinement, c'est que ça nous rappelle que l'addiction, c'est une pathologie un peu particulière. Moi, j'avais l'habitude de commencer souvent des conférences en disant méfions-nous. On dit souvent qu'il y a une épidémie de conduite addictive, et ben, une épidémie, c'est tout à fait autre chose, et on le voit aujourd'hui presque de façon très forte, c'est-à-dire qu'une épidémie, ça s'attrape même si on ne le souhaite pas. Une conduite addictive, ça démarre sur un comportement que l'on a choisi d'avoir. Il y a une addiction, ça démarre par un comportement que l'on a choisi d'avoir. On va choisir quand même de consommer un produit, d'aller vers un objet d'addiction. Et donc, il y a cette dimension adaptative, trois grandes citations qui le rappellent. La plus connue est souvent celle de Goodman, hein, qui rappelle que donc c'est un processus, il y a une dimension très sciences humaines et sociales dans ce comportement, hein. Et ce comportement, il est réalisé parce qu'on en attend quelque chose. Et cette notion d'en attendre quelque chose, alors à l'époque de Goodman, il y avait deux grandes attentes. On mettait le plaisir et le soulagement du malaise. Aujourd'hui, on aurait tendance à rajouter culturellement l'augmentation des performances. Mais voilà, hein. Et donc, au départ, on a ce comportement et on va rentrer petit à petit dans l'addiction avec un certain nombre de conséquences. Par exemple, tu viens d'évoquer les 60 000 morts du tabac, on sait les morts dû à l'alcool, voilà, auxquels tu rappelais, on s'est habitué, hein, voilà, mais parce qu'il y a devant ce comportement social qui nous sert à quelque chose. Bon. Face à ce comportement social, c'est la deuxième notion qu'il faut avoir pour avancer sur cette idée de confinement et addiction, c'est les travaux de Michel Lemoyle, hein, qui nous rappellent, et toute l'école bordelaise, qui nous rappelle qu'on n'est pas égaux. Voilà, on a des vulnérabilités, ça part de l'épigénèse jusqu'à aller des choses qui ont aussi été discutées, l'histoire de vie, les psychotraumas, hein, voilà, mais à produit égal et à consommation égale, on n'est pas égaux, hein, et donc on aura des personnes qui vont être plus ou moins susceptibles de passer rapidement de l'usage social à la pathologie addictive. Et puis la troisième chose qui est juste pour rappeler, ces comportements peuvent paraître monstrueux et pathologiques, mais toute une part de ces comportements sont très intriqués à notre condition humaine. Se faire du bien, faire marcher le circuit de la récompense, c'est un comportement partagé qui est même dû un peu à notre cerveau, hein. Et donc l'enjeu serait, c'est un débat qu'on n'aura pas aujourd'hui, mais on le trouve dans certaines pratiques de prévention, l'enjeu serait de le faire avec des objets ou des situations à moindre risque et à peu de danger, et non pas avec ces substances psychoactives qui, elles, ont un certain nombre de dangers supplémentaires. Voilà, donc ce premier point, et on va le voir très fort. Alors, une diapositive, moi, que j'utilise beaucoup et qui est réactualisée aujourd'hui, qui est que, du coup, la question de s'adapter à l'environnement que nous pose le comportement addictif, c'est une question qu'on retrouve et c'est pas un hasard, beaucoup à l'adolescence, parce que c'est l'âge où la rencontre du monde se noue, hein. C'est le rapport qu'on va avoir avec sa famille, c'est l'entrée dans la vie active, et puis on le retrouve avec les problèmes de vieillissement, on le retrouve avec un certain nombre de crises dans la vie, et ça nous amène parfois
regarder aussi l'addiction à travers le monde auquel il faut s'adapter et à poser un certain nombre de questions. Donc on les reprendra pas toutes parce qu'on n'en a pas le temps et je suis en fin de session donc je ne veux pas rajouter du retard ou retard. Mais bon, on voit bien que le confinement et un certain nombre de questions qui étaient abordées ce matin, pourquoi on n'a pas les masques, pourquoi on n'a pas les tests, posent des questions économiques et que les situations de dépendance économique ou de précarité économique sont des situations qui réapparaissent. On a beaucoup évoqué, tu évoquais Bruno, la question du stress, et ce mot un peu passe-partout du stress, et on en reverra quelque chose, mais les questions de pression, de compétition, voilà, donc on pourrait faire le tour de cette marguerite, et je ne le ferai pas là, mais il y a dans cette rencontre du monde un certain nombre d'opportunités, entre guillemets, de développer des usages, et hélas, dans le confinement, on va trouver un certain nombre de points précis que je vous détaillerai dans quelques temps, voilà, dans quelques diapositives. Ce que je voudrais juste avant, c'est vous rappeler le troisième point dont on a besoin pour moi, pour aller un peu plus, voilà, un peu plus précisément. Je reviens à la diapositive, c'est que ce qu'il y a de particulier dans l'addiction, c'est donc un comportement adaptatif qui pose la question de quel type de personnalité donc s'adapte à quoi, à quel environnement, et qui va se jouer par l'utilisation d'un objet. Voilà, il y a une dimension très objet d'addiction. On sait que voilà, le fait que les progrès de la pharmacie, de la chimie ait permis d'isoler les alcaloïdes font que c'est quand même pas tout à fait la même chose de mâcher de la coca ou de prendre de la cocaïne. On sait l'histoire anecdotique de l'invention de la seringue. On vient récemment de vivre l'invention des outils de vapotage et on vient de vivre l'invention d'un nouvel outil ou pas d'addiction. Il y a eu beaucoup de débats et on voit qu'aujourd'hui ces débats sont profondément modifiés, qui étaient les écrans et le virtuel. Voilà. Donc pour revenir à ce qui est peut-être quand même le cœur de la question d'aujourd'hui, dans le confinement, on va interroger les objets d'addiction les plus classiques, qui sont les objets issus de la chimie, de la pharmaco, les substances psychoactives. Et il y a toujours le double problème. Vous avez là un cube qui représente les trois grandes fonctions que l'on en attend spontanément et dans lequel l'usager va faire son marché. La fonction sociale, on voit la multiplication des apéros, d'invitations comme ça à transporter sur le visuel cette fonction sociale. Les fonctions thérapeutiques, de tout temps, ces substances ont permis de gérer le temps, de gérer l'ennui, de gérer des émotions et des sentiments que l'on peut avoir, et puis les fonctions hédoniques du côté de cette association qu'il y a entre substance et fête. Et ce qui est peut-être important à se rappeler, c'est qu'à côté de la pharmacologie officielle, il y a la pharmacologie profane, c'est-à-dire celle que les usagers vont utiliser parce que les usagers savent ou pas, c'est les travaux de Becker, d'autres travaux qui l'ont montré, sélectionner plutôt certains effets, en éliminer d'autres, et donc ils vont sélectionner des effets qu'ils attendent, et puis éliminer voilà, les effets dangereux sur lesquels nous, parfois, on essaie de les alerter, les modifications psychiques, le potentiel plus ou moins toxique selon les drogues, et le potentiel plus ou moins addictif. Voilà. Et donc la situation de confinement va interroger ce que un certain nombre de personnes vont aller rechercher du côté de ces produits, de ces objets d'addiction, pour rétablir un environnement, un lien à l'environnement qui sera pour eux plus confortable. Alors je n'ai pas eu le temps de changer, je ne sais plus qui disait, je crois que c'était Léo Coutelet qui le disait, ou Agnès Dumas, les sciences humaines n'ont pas tout à fait le même rythme, donc je n'ai pas de chiffres à ma connaissance de comment on consomme en temps de confinement, je ne crois pas que ça ait encore été documenté. On a quelques chiffres qui circulent sur le fait que paradoxalement, il y aurait moins de consommation d'alcool qu'avant, voilà, mais c'est des chiffres sur l'achat et tout ça, c'est à être très prudent.
Voilà, donc les consommations, il faudra ensuite qu'on puisse les voir, les estimer, et voilà un peu ce que l'on pouvait dire, parce que la consommation d'alcool, sur l'alcool à emporter chez soi, hein, et cet accès reste très fort. Hein. La consommation de tabac, vous avez vu aussi qu'on a laissé tout de suite ouvert les bureaux de tabac. Il a fallu un peu plus de temps pour faire réouvrir les boutiques de vapotage pour laisser cette alternative ouverte. Et vous avez vu tous les reportages, plus ou moins spectaculaires, sur l'interruption du marché du cannabis et où dans certains secteurs, les forces de police se mettant à l'entrée d'un certain nombre de zones pour essayer entre guillemets, de profiter du confinement pour porter un coup au trafic. Alors, sur cette diapositive, qu'est-ce qu'on peut dire? Le confinement est vécu comme une épreuve pour beaucoup d'entre nous, et tu le redétaillais, Bruno. Qu'est-ce qu'on peut, on peut dire que chez l'addict, alors là, chez la personne qui est addict, c'est-à-dire qui souffre du dépendance ou de ses problèmes de craving, cette peur d'être du jour au lendemain privé d'une substance, c'est une angoisse cardinale, c'est une angoisse extrêmement importante, et c'est une angoisse qui fait reconsommer, non pas reconsommer puisqu'on est dépendant ou en craving, mais qui fait surconsommer. Et ça justifie ce paradoxe d'avoir laissé l'accès, et par exemple, tu évoquais le rôle que j'ai pu tenir à la Fédération Addiction. On vient de sortir un certain nombre de notes sur le cannabis, hein, parce que voilà, même avec le cannabis, on peut avoir ce type de problème. Et puis de façon plus discrète, mais qu'il serait intéressant de documenter, je ne sais pas s'il y a des travaux qui ont démarré là-dessus, en tout cas dans les usagers que l'on contacte et que l'on continue de contacter, on en a pour un certain nombre d'entre eux, pour lesquels il y a au contraire un effet un peu moteur du confinement, une sorte de prise de conscience de la contrainte addictive, hein, et qu'ils vont vivre différemment selon leur mode de vie. Et là, on rejoint une partie des questions éthiques et autres que vous aviez posées. Hein. La première, c'est la question de l'isolement, hein, qui est très claire. Alors, il y a effectivement l'isolement dans les EHPAD, mais il y a aussi ces familles isolées, ces vulnérabilités, parents seuls ou ces familles isolées. Il y a aussi tous ces jeunes adultes qui se sont trouvés du jour au lendemain. Tout le monde ne s'est pas rabattu à toute allure vers la grande propriété familiale ou vers la résidence secondaire. Hein. Et donc, on a contact par nos entretiens téléphoniques avec beaucoup de ces jeunes adultes, apprentis ou autres, qui se trouvent dans des villes loin de leur rattachement familial et pour lesquels c'est pas toujours simple. Je serais plus nuancé que toi sur les avantages et inconvénients de confinement à la carte. On voit bien les grandes il y a certains publics qui ont été un peu stigmatisés, entre guillemets, d'aller se mettre à l'abri dans la résidence secondaire. Mais la campagne, c'est aussi parfois un confinement plus dur parce que on est plus isolé, les sorties sont plus compliquées, aller s'alimenter est plus compliqué. Donc on a un certain nombre de paramètres qui, pour des personnes addictes ou des personnes qui ne sont pas addictes mais qui avaient des usages quotidiens, posent des problèmes. L'autre grand versant, c'est la promiscuité. Alors, les liens entre addiction et pathologie familiale, c'est parfaitement documenté, hein, vous le savez. Et là, on a une sorte de laboratoire parfois un peu sauvage qui se fait, hein, des recompositions imposées, une promiscuité imposée, des jeunes, alors tu l'évoquais, qui eux vont avoir un rapport au confinement, ils sortent, et des parents qui sont doublement angoissés, qu'ils ramènent en plus le virus à la maison, donc avec des situations de crise qui se multiplient, avec on n'arrive plus à se procurer le cannabis, donc on va se réalcooliser de façon massive. Donc on a ce problème-là.
Une troisième rubrique que je rajouterai là-dedans, qui est les vulnérabilités spécifiques, tout ce qui commence à être documenté par des sociétés savantes autour du TDAH, autour des personnalités phobiques, autour d'états un peu délirants, hein, et puis bien évidemment tous ces publics précaires que l'on essaye de joindre et de retrouver. Donc ce public à vulnérabilité spécifique qui entretient avec les addictions des liens souvent connus. Et pour terminer, un dernier point qu'on peut un peu comme ça surveiller, qui rejoint ce que je disais dans l'introduction de cette diapositive, c'est qu'il y a, alors on en est à la 3e semaine, c'est trop tôt pour être plus péremptoire là-dessus, mais il y a des exercices, des évolutions assez intéressantes entre la contrainte externe et la motivation interne, et c'est un fil que l'on peut non pas s'amuser, mais en tout cas essayer d'accompagner, essayer de suivre avec un certain nombre d'addicts, et c'est pas inintéressant. Voilà un peu rapidement. Et pour terminer sur deux dernières diapositives, qu'est-ce qui s'est joué et qu'est-ce qui continue de se jouer. Donc moi, je redis, hein, je suis à la fois un praticien, un clinicien plus qu'un chercheur, et j'ai un peu débarqué dans ce séminaire. Je vous remercie de votre invitation, mais j'ai un peu débarqué avec cette expérience-là, donc je l'assume. Hein. Mais du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit important. Garantir l'accès aux produits, licite ou non, et l'incapacité qu'on a à avoir un peu bien régulé ou bien pensé l'histoire du cannabis, vu le nombre de consommateurs, nous revient en boomerang. Un débat qui serait intéressant, on est en fin de journée, beaucoup d'entre vous sont déjà partis, mais ce serait intéressant de réfléchir et de mettre, je ne sais pas s'il y a des équipes qui sont au travail, sur la réévaluation nécessaire des risques dans une situation de confinement. Tu évoquais le fait qu'on n'a pas pu avoir l'intervention sur les violences conjugales, mais il semble bien que c'est quand même une des conséquences majeures du confinement. Voilà, on sait que entre des risques chroniques et des risques aigus, il va falloir calculer un peu différemment. Ça se fait différemment selon les produits. Et puis, si je voulais mettre une petite note d'humour, tous les avertissements sur ne passez pas trop de temps devant les écrans, qui a été donné encore 15 jours avant ou la veille du confinement, sont blackboulés. Effectivement, on assume que nos enfants ou que même nous passions plus de temps devant les écrans. Donc la violence et les abus. Et puis, des choses qui étaient problématiques qui sont devenues des solutions. De l'autre côté, c'est l'accès au traitement. On a vu la nécessité d'assouplir l'accès au traitement de substitution. C'est quelque chose pour permettre aux personnes sans avoir trop à ressortir régulièrement de maintenir leur traitement. On est en ce moment en train de réfléchir au fait que tout le travail d'accompagnement social et thérapeutique, psychothérapeutique qui était fait doit se déplacer sur le virtuel, et il y a tout un tas d'expériences intéressantes qui sont faites avec y compris les nouveaux supports, voilà, des groupes qui se reconstituent. Les forums jouent un rôle important. Je pense que vous connaissez le forum Je ne fume plus. Voilà, des forums comme ça qui permettent aux personnes sur l'espace virtuel d'avoir des soutiens. Alors, le respect des gestes barrières, c'est une des problématiques les plus compliquées avec le public précaire, un certain nombre de publics de la rue. Quand on fait les maraudes, les équipes qui font les maraudes, les équipes qui maintiennent la salle de consommation moindre risque, les permanences sur les carudes, montre que pour ce public-là, la pédagogie des gestes barrières nécessite à la fois des effets de traduction, des effets de gestion des conséquences de l'exclusion et de la précarisation sur lesquelles tout le monde continue de travailler. Les inégalités sociales de santé, il est évident que, on revient à la question de l'espace du domicile pour garantir une certaine discrétion à des consultations téléphoniques ou par visio, c'est pas la même chose quand on est dans un studio ou quand on a plusieurs, et là on a des problèmes à voir. Et puis peut-être on pourrait
avoir un peu le courage et pendant cette période être un peu plus sévère sur certaines sollicitations des enfants, des jeunes adultes. Moi, c'est des cas qui me sont déjà beaucoup remontés, passent beaucoup de temps dans les écrans et se font solliciter comme par hasard pour des paris en ligne, même des livraisons, des ventes d'alcool. Autant maintenir l'accès à l'alcool est nécessaire, autant ne pas avoir soit sur un plan un peu éthique professionnel, soit sur un plan réglementaire, recadrer certaines démarches d'hyper-sollicitation partant de confinement me paraît vraiment regrettable. Voilà. Et puis pour terminer, une diapositive que j'ai un peu complétée, ce qui s'invente, c'est donc cette clinique à distance, il y aurait des choses à en dire, cette gestion du risque au regard des conditions de vie, hein, et là j'ai été très intéressé de ce que disait Agnès Dumas, parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses à utiliser sur ces phénomènes de perception du risque. La notion d'adaptation dans la dictologie, on est souvent amené à partir des pratiques des usagers et à partir des pratiques des usagers à travailler avec eux aux réponses. Et là, il faut qu'on soit très attentif à entendre leurs pratiques et non pas anticiper ce que l'on croit être leurs pratiques. Et par exemple, j'ai vu beaucoup moins de colère que je l'imaginais. Voilà, il y a une espèce de prise de conscience chez l'usager addict qui est comparable à d'autres, mais à l'inverse, effectivement, il y a des modes de reconsommation qu'il faut que l'on interroge. Et puis sur le côté collectif, je dirais qu'on a beaucoup discuté de la e-santé individuelle. Donc il y a cette histoire des forums, cette histoire de groupe, cette histoire des ateliers, il y a toute la dimension groupale qu'il serait intéressant de suivre, d'étudier. Et puis j'ai rajouté un point qui me paraît important et je l'avais rajouté hier et après avoir transmis la diapo, et ce sera ma conclusion. Et je l'ai trouvé avec beaucoup d'intérêt chez Agnès Dumas, parce que je suis un grand lecteur de Fabre Sada et de Peretti Vatel. Je trouve très intéressant, par rapport à toute une partie de notre public, de leur permettre d'exprimer, alors nos publics addicts sont comme les autres, ils ont besoin d'exprimer ce que nous on appelle des fake news, ce que nous on appelle de la pensée magique. Voilà, ils ont besoin d'exprimer leur solution magique à eux, qui répond à ce sentiment d'impuissance qu'ils ont, qui répond à cette perte de capacité d'agir qu'ils ont. Et autant c'est important de les aider par rapport à la solution que sinon ils vont chercher dans l'objet d'addiction, c'est si important de leur permettre de le parler, parce que sinon ils vont effectivement être un public ensuite à qui on reprochera du haut de notre posture de savant d'être allé vers ces fake news. Donc voilà, j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'elles se sont mis à refaire tel truc, tel machin, des comportements un peu pensés magiques, des petits rituels. Et je me rends compte que passer un temps dans la situation clinique ou passer un temps dans certains groupes on arrive à leur faire partager ça, permet ensuite petit à petit de reconstruire avec eux des solutions un peu plus partagées qui ne les laissent pas seuls face à ces solutions. Voilà, j'ai fait vite et j'espère avoir pas fait trop long et je ne sais pas si j'ai fait dans le sujet ou pas, mais encore une fois, je suis désolé puisqu'hier je n'avais pas pu être dans la préparation. Merci. Ben merci à toi. Si, c'était très bien, bien entendu. Avant que les questions arrivent sur le chat, moi j'en ai une. Est-ce que tu ne crois pas que justement cette crise épidémique et son lien avec les comportements de substances à domicile, ça va nous permettre de reformuler les messages de santé publique sur les addictions qui, je trouve, en France en général, sont quand même caricaturaux et pas très efficaces. On a souvent une vision, les écrans c'est mal, l'alcool c'est mal, alors que tout le monde a un smartphone et que tout le monde prend un apéritif une fois de temps en temps. Et que peut-être que d'être confronté à une situation comme ça où on se rend compte que les écrans sont utiles et que ben oui, finalement, prendre l'apéritif le soir à la maison ensemble, ça permet de faire du lien. Ça va peut-être permettre de mieux parler des addictions comportementales ou de substances dans le futur. Alors, j'aurais deux remarques pour aller dans ton sens. La première, effectivement, ah, c'est bon là? Ah, c'est bon, excuse-moi. Non? C'est bon. Pardon. La première, c'est qu'effectivement, ça,
on a parfois un peu trop focalisé sur la conséquence de l'addiction et on a oublié cette dimension fonctionnelle de l'addiction. Et donc c'est l'occasion de se rappeler la dimension fonctionnelle. Il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre, mais de ne pas oublier l'un Oui. au profit de l'autre. Hein. Et donc, ces dimensions fonctionnelles, ça va être important de les revoir. Et les addictions, alors on pourrait s'amuser à faire comme ça rapidement, mais elles ont cette double dimension, elles ont une intrication sociale. C'est pour ça que les sciences humaines et sociales sont pour moi indispensables pour comprendre les questions d'addiction. On va les retrouver là-dessus. Et puis ensuite, elles ont je dirais, ce qui est propre à chaque produit. C'est-à-dire que les substances psychoactives sont des substances qui jouent effectivement sur notre cerveau, qui produisent un certain nombre d'effets qu'on peut trouver agréables et qui par ailleurs vont avoir un certain nombre de conséquences sanitaires. Alors, on avait beaucoup travaillé ces derniers temps avec par exemple l'histoire du défi de janvier autour de l'alcool pour essayer de dire aux personnes, mais est-ce que vous pouvez comprendre que le fait de se retrouver et d'avoir même la dimension d'un apéro ne vous oblige pas obligatoirement à l'avoir avec une boisson alcoolisée. Et c'était déjà un premier truc intéressant, hein, qui était de dire, est-ce que vous pouvez essayer de dissocier la fonction sociale de la fonction pharmacologique? Et on avait eu des échanges. Alors, je ne dis pas qu'on avait emporté le grand public, hein, mais on avait commencé à emporter un petit groupe de personnes qui disaient, c'est intéressant parce que on voit qu'on peut avoir un effet anxiolytique sans passer par la dangerosité du produit. De même avec les écrans, on avait commencé à dire aux personnes, mais non, c'est pas l'écran qui est dangereux, c'est certains types d'usages, c'est des mono-usages, voilà, et là de retrouver des dimensions sociales partagées où on est obligé de partager l'écran va pouvoir aider, je pense, je l'espère en tout cas, à avoir un discours plus équilibré sur ces questions d'addiction où on voit bien que c'est le débat causalité-corrélation, c'est-à-dire qu'il faut se méfier de fausses causalités, mais il ne faut pas être trop méprisant sur certaines corrélations, et il faut accepter de penser les intercorrélations comme étant quelque chose qui doivent nous aider aussi à réfléchir ces dimensions sociales et culturelles de ces comportements. Très bien, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des questions de la part de l'audience? J'ai l'impression que vu l'horaire, on est tous contents. Je voyais juste André Gilbert qui disait que les bars étaient fermés. Je disais oui, les bars sont fermés, mais les lieux d'achat, les lieux d'achat collectifs restent bien sûr ouverts et c'est ça qu'on mesurait. Mais effectivement, les bars et les lieux de convivialité, eux, sont fermés. Oui, alors sur les autres addictions comportementales, alors j'y ai pas insisté parce que c'est difficile de tout documenter. Je pense que on aura un certain nombre voilà de choses je sais qu'il y a des questionnaires qui sont lancés, il y a des équipes qui commencent à travailler là-dessus. Et oui, à l'inverse, l'achat d'alcool dans les lieux où il est possible d'en acheter dans la première semaine, les chiffres qui étaient sortis, c'était le seul produit qui était en baisse, je crois, de façon étonnante.